62 députés israéliens contre 48. Lundi 30 mars, un projet de loi établissant la peine de mort pour les Palestiniens reconnus coupables d'attaques terroristes ou anti-israéliennes meurtrières a été adopté par la Knesset. Face à cela, de nombreux pays d'Europe, d'associations, d'ONG ont exprimé leur crainte que ce texte, je cite, remette en cause les engagements d'Israël en matière de principes démocratiques. Alors, Israël fragilise-t-il par cette décision son état de droit? S'éloigne-t-il des principes démocratiques qu'il brandit? Fait-il un pas de plus vers l'apartheid, comme le dénonce le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez? Deux invités pour en discuter, pour en débattre même ce soir. Rina Bassiste, bonsoir. Bonsoir Quentin. Vous êtes journaliste israélienne et rédactrice pour le journal en ligne américain Al Monitor. À vos côtés, Alain Diekhoff, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes sociologue, directeur de recherche du CNRS, rattaché aux séries de Sciences Po et l'auteur de l'ouvrage intitulé Israël, Palestine, une guerre sans fin. C'est aux éditions Duno. Merci à vous deux d'être présents ce soir dans Question du soir. La règle est la mort, la prison à vie est l'exception. C'est ici le lieu où dire ces mesures apportent une justice historique. Nous ne sommes pas comme le Hamas. Nous sommes l'opposé du Hamas. Nous ne sommes pas venus au Moyen-Orient pour adopter la charia. Nous n'avons pas créé un État juif pour adopter les normes morales de l'islam radical. Les voix successives de Itamar Ben-Gvir, ministre israélien chargé de la sécurité nationale, et Yair Lapid, député de l'opposition. Pour commencer, Rina Bassiste, on l'a dit, 62 députés israéliens ont voté cette loi, 48 ont voté contre. Qui a voté pour alors? Qui sont ces 62 députés? Oui, c'est intéressant parce que ce n'était pas exactement la coalition contre l'opposition. On avait parmi les 62 qui ont voté contre, bien sûr, tous les membres qui ont voté pour cette loi, tous les membres de l'extrême droite, la plupart aussi des membres de la droite israélienne, y compris justement une partie de l'opposition qui est la partie d'Avigdor Lieberman, qui est une partie de droite, même si cette partie est dans l'opposition. Par contre, il y avait des membres de la coalition qui ont voté contre. Il s'agit notamment de membres qui viennent de partis ultra-orthodoxes qui sont contre la peine de mort parce qu'ils estiment que c'est que Dieu qui peut décider qui vit et qui meurt. Et donc, même s'ils sont dans la coalition, ils ont voté contre. Et bien sûr, tous les autres membres de l'opposition étaient aussi contre cette loi. Ces députés d'opposition que vous mentionnez, qui ont voté pour ce texte, quels étaient leurs arguments? Pourquoi ont-ils suivi le gouvernement et ce gouvernement d'extrême droite en particulier? Mais en fait, l'opposition israélienne, c'est assez curieux parce qu'on est dans une situation où il y a une coalition de droite et extrême droite avec les ultra-orthodoxes, mais il y a aussi justement des forces de la droite qui sont dans l'opposition, qui sont contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Ça ne veut dire pas qu'ils ont abandonné justement leur idéologie de droite. Je crois qu'Avigdor Lieberman, ce n'est pas nouveau. Et cette notion de la peine de mort pour des terroristes palestiniens, il a toujours soutenu. Ce n'est pas nouveau d'aujourd'hui, c'est quelque chose qu'il a toujours prêché. Et il y avait cette loi, ce projet de loi a été présenté déjà dans le passé, il y a une dizaine d'années. Et à l'époque aussi, il était pour ce projet de loi. Alain Diekhoff, comment est-ce que vous analysez ce texte? Pour commencer, du point de vue peut-être de l'inégalité fondamentale, structurelle qu'elle crée entre les Israéliens et les Palestiniens. Il faut peut-être commencer par dire deux mots du contenu, tout de même. Alors allez-y, bonne idée. C'est-à-dire, dans le fond, il y a en effet l'idée que la peine de mort sera appliquée dans des cas de terrorisme. Bon. On va revenir sur cette notion qui a une acception extrêmement large en Israël. Je pense que ça, c'est aussi important à dire. Mais disons que ce qu'elle vise globalement, c'est deux catégories qui se trouvent être en fait tous les deux des Palestiniens, mais pas dans la même situation juridique.
et politique. Les premiers, ce sont les Palestiniens qui sont citoyens d'État d'Israël, qui ont donc la citoyenneté. Alors, disons, alors, il n'est pas précisé que la loi vise les Palestiniens, mais de fait, c'est quand même eux qui sont visés, puisque la loi, je reprends ce qui est indiqué, pour ceux qui résident au sein de l'État d'Israël tel qu'il a été reconnu en 1949, quiconque cause intentionnellement la mort d'autrui avec l'intention de nier l'existence de l'État d'Israël est passible de la peine de mort. On comprend aisément que ceux qui risquent de nier l'existence de l'État d'Israël, c'est certainement pas les Juifs, donc ça peut être que les Palestiniens. Donc ça veut dire en clair, en effet, qu'à l'intérieur de la citoyenneté, ceux qui sont visés par la loi et qui sont donc citoyens ne peuvent être que des Palestiniens. Ensuite, il y a l'autre catégorie, c'est-à-dire les Palestiniens qui sont en Cisjordanie, qui ne sont pas citoyens de l'État d'Israël et qui sont donc objectivement et juridiquement d'ailleurs sous gouvernement militaire depuis 1967. Alors pour eux, c'est encore plus net, puisqu'il est dit que tout résident qui cause intentionnellement la mort d'une personne dans le cadre d'un acte terroriste est passible de la peine de mort. En fait, tout résident, ça paraît un peu vague, mais en réalité, c'est très clair, parce que les Israéliens qui sont dans les implantations qui ont été créées par Israël depuis 1967 échappent déjà, en fait, sont considérés comme citoyens israéliens, comme s'ils étaient à Haïfa ou à Tel Aviv. Donc en fait, ça veut dire que les résidents visés ne peuvent être là aussi que des Palestiniens. Donc c'est évident que la loi est discriminatoire. C'est clairement une loi discriminatoire. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et je dirais que ces promoteurs eux-mêmes l'ont affiché de façon tout à fait évidente. Vous êtes d'accord, Ina Bassiste, d'abord que ce texte est effectivement discriminatoire, mais surtout que dans les faits, dans sa traduction, il visera d'abord et avant tout les Palestiniens. Oui, mais quelque chose qui m'étonne avec toutes les objections, moi aussi je suis bien sûr contre cette loi, mais toutes les objections qu'on a entendues de la communauté internationale, pour moi la première chose, avant qu'on regarde ces côtés discriminatoires, c'est la question de la peine de mort en soi. Ça, c'est déjà quelque chose d'extrêmement grave. Certes, ça existe déjà dans la loi israélienne. Vous voulez dire, pardonnez-moi, que ce qui vous choque d'abord et avant tout, c'est que Israël réinstaure la peine de mort. Bien sûr, avant qu'on regarde les détails. Et même si les détails sont extrêmement importants, je ne les néglige pas. Mais d'abord, ça. Je trouve pour l'État d'Israël, qui est un État juif et démocratique, c'est quelque chose d'extrêmement grave, même s'il faut préciser, cette notion de la peine de mort existe déjà, parce qu'on a vu un cas dans l'histoire d'Israël, et ça c'était bien sûr Adolf Eichmann, qui a subi la peine de mort dans cette législation qui vise justement les nazis et tous ceux qui ont collaboré avec les nazis. Mais là, c'était vraiment un cas absolument exceptionnel sur tous les niveaux. On revient à quelque chose qui ressemble peut-être plus à ce qu'on a aux États-Unis, je ne sais pas, au Japon, aux Indes. Et pour moi, c'est quelque chose de terrible. Ça m'attriste énormément, d'abord comme une citoyenne israélienne. Après, l'analyse était tout à fait correcte. La loi a été mise en place, était adoptée, visant les Palestiniens, ça, il n'y a pas de doute. Alain Diekhoff. Non, juste sur ce point, je pense qu'en effet, vous évoquez un point qui est aussi important. Par-delà l'aspect précis de cette loi, il y a aussi la question, en effet, plus générale de l'application de la peine de mort. Alors, il faut peut-être dire deux choses. C'est-à-dire que du côté israélien, la peine était prévue, en effet, c'est pas une réinstauration, elle était présente. Simplement, en 1954, il y avait une décision du gouvernement dirigé par Ben Gurion à l'époque d'abandonner la peine de mort pour meurtre. C'est-à-dire qu'elle n'était plus requise du tout. Donc là, c'est une réinstauration, en fait. Mais pour des motifs bien précis. Ce n'est pas tous les meurtres, c'est les meurtres commis dans des actions dites terroristes. Et là, si vous permettez, il faut bien voir que la conception israélienne du terrorisme est assez large. Parce que très clairement, prenons un exemple concret. Je dirais qu'on sera assez d'accord de façon générale pour considérer que tout meurtre délibéré de civils est du terrorisme. Mais est-ce que toute attaque contre des soldats qui sont une puissance occupante est nécessairement du terrorisme? Là, il y a un vrai débat. En Israël, c'est très clair. C'est la même chose.
C'est-à-dire qu'on s'en prenne à des soldats ou à des civils, c'est considéré comme du terrorisme. Donc ça, c'est déjà quelque chose qui mérite, à mon avis, un débat. Sur le plan plus général des liens entre... On peut dire que la tendance des États démocratiques a été d'être dans le sens d'une abolition. Ça, c'est vrai de la plupart des États, même si, comme vous l'avez dit, il y a des exceptions, comme le Japon à la démocratie. Mais quelque part, on peut le concevoir dans une logique démocratique quand même comme une régression, d'instaurer la peine de mort aujourd'hui. Et j'ai trouvé la position que vous avez eu raison de souligner au début des ultra-orthodoxes très intéressante. Parce qu'ils sont dans la coalition, mais ils ont voté contre. Parce qu'ils considèrent en effet que nul ne peut s'arroger le droit de donner la mort, même si l'individu en question a commis des crimes particulièrement atroces. Donc ça, c'est quand même assez fort. C'est une position de principe qui se fait au nom de la religion, il faut le dire. Donc ça, il me semble intéressant de le dire, d'autant plus intéressant que d'autres revendiquent la religion, et Ben Gvir en particulier, dans une logique totalement contraire à celle des ultra-orthodoxes, qui est une logique, en fait, hyper-nationaliste et discriminatoire, précisément. Je voudrais qu'on reste un instant, avant d'aborder cette question de la notion de terrorisme, qui, évidemment, est particulièrement floue en Israël, Rina Bassis, pour rester un instant sur les discriminations que crée ce texte voté par la Knesset. Le Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, a expliqué que par ce texte, Israël faisait un pas de plus, je cite, vers l'apartheid. Comment est-ce que vous appréhendez cette notion? Est-ce qu'elle est, selon vous, pertinente pour comprendre ce qui a cours en ce moment en Israël? Bon, moi, je ne dirais pas ça et je n'aime pas qu'on utilise ces mots pour décrire Israël. Avoir mis ça à côté, oui, c'est sûr que ça renforce l'extrême droite. Et l'adoption de cette loi, c'est une victoire politique pour l'extrême droite israélienne, il n'y a pas de doute. Si on ajoute à cela le fait qu'il y avait 62, justement, vous avez mentionné 62 membres de Knesset qui ont voté, y compris le Premier ministre Benjamin Netanyahu. Il faut avoir qui est venu 61, spécialement à la Knesset pour voter le exactement, texte. parce qu'il faut avoir 61 pour avoir une grande majorité, même si dans ce cas-là, il y avait 48 contre, donc il fallait 49. Il est venu exprès en personne, il n'était pas forcé de venir. Donc il y avait un choix politique de sa part de soutenir justement ses partenaires de l'extrême droite. Et donc là, c'est quelque chose, oui, ça renforce ce caractère très extrémiste, très radical du gouvernement de Benjamin Netanyahu. Je reviens à Diakov sur cette notion d'apartheid, simplement parce qu'elle a eu une résonance importante ces derniers jours. Comment vous l'appréhendez, vous l'analysez vous-même? Moi, je serais un petit peu comme... Un pas de plus vers l'apartheid, hein? Un pas de plus vers l'apartheid, ou en un certain sens, oui, la logique de séparation entre juifs et arabes est soulignée par la loi, hein, comme je l'ai dit de façon implicite, et ça va malheureusement dans le même sens que bien d'autres législations antérieures qui ont été adoptées et qui visaient les Arabes, y compris les Palestiniens citoyens de l'État d'Israël, hein. On peut penser par exemple à une loi qui a été adoptée il y a une dizaine d'années maintenant, la loi sur les comités d'admission, qui en fait est une loi pour... les comités d'admission, c'est des structures un peu administratives qui existent dans certains villages et qui finalement décident de qui a le droit de venir s'installer. Voilà. Bon, il y a une loi qui a été adoptée par la Knesset il y a quelques années, qui en fait, sous prétexte de conformité ou d'absence de conformité sociale d'un certain candidat qui veut s'installer dans le village en question, va refuser son entrée. En réalité, rien n'est dit, là encore une fois, du fait que ce sont les Palestiniens qui sont visés, mais en réalité, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que dans le fond, les comités d'admission vont refuser les candidats citoyens de l'État d'Israël, encore une fois, je le souligne, de s'installer dans ce village, au nom d'une soi-disant absence de conformité sociale. Vous voyez, donc, on est dans quelque chose qui n'est pas clairement affiché, mais qui en réalité revient toujours à une discrimination. Je voudrais vous faire entendre trois voix, celle d'une Palestinienne et de deux Israéliens qui réagissent à ce texte voté par la Knesset. Cette décision me déchire le cœur. Je n'arrive pas à dormir. Je pense beaucoup à l'avenir de mes enfants.
La peine de mort, c'est très bien. Nous aurions dû l'appliquer il y a longtemps. Les Palestiniens ont tué des innocents. C'est une loi populiste, primitive et très stupide, qui fait beaucoup plus de mal que de bien à tout le monde. On a parlé, Rina Bassiste, des responsables politiques, notamment des députés de la Knesset, mais qu'en est-il de la société israélienne? Comment a-t-elle reçu ce retour légal de la peine de mort? Bon, pour l'instant, moi, je n'ai pas encore vu de sondage sur cette loi parce qu'il est tellement nouveau. Hier soir, en Israël, on a fêté le Pâques juif. Aujourd'hui, c'est une journée de congé. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore de retour exactement pour savoir quel est le degré de soutien de la société israélienne. Il n'y avait Mais pas de je crois sondage que, en amont, au moment de la discussion du disons, texte à la Knesset, par exemple? disons, si vous voulez, comme sondage, il y avait déjà, il y a 10 ans, les mêmes lois qui étaient proposées et qui étaient rejetées avec une très grande majorité. Et quelques années après, ça a passé le vote préliminaire, mais pas plus que ça. Donc, on voit petit à petit qu'a priori, il y a de plus en plus de soutien. Mais ça ne veut dire pas qu'il y a une majorité dans la société israélienne. Moi, je n'y crois pas. Je crois que la plupart des gens en Israël, d'abord, ils sont contre la peine de mort de façon générale, et aussi spécifiquement, pour plusieurs raisons. D'abord, bien sûr, au niveau moral. Mais il y a aussi d'autres raisons. Par exemple, le Shin Bet, pendant des années, a expliqué, et c'était aussi l'avis de Tzahal, de l'armée israélienne qui a participé à discussion préliminaire à l'adoption de cette loi. En fait, si l'idée est comment dire, passer le message qu'il ne faut pas le faire, qu'il ne faut pas passer à l'acte pour commettre des actes terroristes, il y a beaucoup d'études qui montrent que ce n'est pas efficace. Par exemple, donc il y a le côté moral, il y a le côté que ça apporte, il y a bien sûr l'image d'Israël comme un pays démocratique et juif, parce que c'est aussi contradictoire aux valeurs juives, toute la réaction de la communauté internationale. Donc, je crois que pour toutes ces raisons, à la fin, la majorité des Israéliens, ils sont contre cette loi, mais je n'ai pas de chiffres à vous montrer que c'est effectivement le cas. Le CRIF, Alain Diekhoff, même le CRIF, j'allais dire, qui critique rarement Israël, il faut le dire, a objectivement condamné ce texte et l'adoption de ce texte. Oui, c'est vrai que c'est assez rare de noter que le CRIF prenne à travers son président officiellement position contre une décision qui est prise par le gouvernement, ou là en l'occurrence par le Parlement israélien. Mais là, en effet, Jonathan Arfi a bien, dans son éditorial, pris clairement position contre cette loi, en disant que, évidemment, les démocraties doivent se défendre contre le terrorisme, mais que, justement, une démocratie ne doit pas, comme Lapide l'a dit très justement dans l'extrait que vous avez fait passer, utiliser tous les moyens. La justice, ou même, disons, l'application du droit, ça n'est pas la vengeance. C'est là qu'il y a un problème, c'est-à-dire que là, on est clairement dans une logique de vengeance pure et simple, c'est-à-dire ils nous tuent, on les tue, voilà, en gros. Or non, dans un état de droit, c'est pas tout à fait comme ça que ça passe. Justement, il y a une différence. Un état de droit doit pas fonctionner avec les mêmes règles, sinon c'est la loi de la jungle, c'est évident, c'est la guerre de tous contre tous. Et pourtant, cette notion, ce sentiment, cette volonté même de vengeance était au cœur des discussions à la Knesset autour de ce texte. Je voudrais simplement vous lire un extrait des propos qui ont été tenus par le président de la Commission de la Sécurité nationale, membre de l'extrême droite religieuse. Voilà ce qu'il disait fin novembre 2023. L'État d'Israël n'a appliqué la peine de mort qu'une seule fois dans le cas du nazi Adolf Eichmann. Je vous le dis, chacun de ces terroristes est un Eichmann, sans exception. Ils devraient tous être exécutés. Nous n'avons pas à contenir ces monstres. Et par ailleurs, cette peine de mort, le jour où elle serait appliquée à l'encontre de personnes qui seraient accusées de terrorisme, elle le sera dans une manière que je qualifie de moyenâgeuse, puisque c'est le choix de la pendaison qui a été fait. Là aussi, Rina Bassiste, ce sentiment de vengeance, est-ce qu'il
traverse une partie du champ politique israélien et notamment est-ce qu'il anime une très grande part de l'extrême droite israélienne? Disons, c'était pas par hasard, justement, vous avez mentionné la vengeance, c'était pas par hasard que le projet de loi a été présenté cette fois par Sunar Meler, c'est une femme, une députée, qui a perdu son mari. Il était tué par un terroriste palestinien. Et donc, d'un côté, bien sûr, on comprend son chagrin, c'est terrible. Mais de l'autre côté, oui. Donc, elle et ses collègues utilisent justement la peine de beaucoup d'Israéliens qui ont perdu leur chair, leurs membres de famille, leurs amis dans des actes terroristes pour essayer de justifier cette législation qui est terrible. Oui, ça nous ramène aussi justement à ces propos de Yair Lapid, le chef de l'opposition israélienne, qui a bien expliqué, on n'est pas dans la vengeance, on n'est pas dans la haine. La justice, oui, il faut la justice, bien sûr. Il faut traduire tous ces gens en justice pour montrer qu'on ne laisse pas passer ce genre d'actes terribles. Mais la vengeance, non, ce n'est pas les valeurs juives et ce n'est pas les valeurs d'un pays démocratique. Je dois vous faire entendre la voix de Noa Sata Rabin est directrice d'ACRI, une association pour le droit humanitaire. Le libellé de cette loi est extrêmement raciste, car elle ne cible que les Arabes palestiniens. L'esprit de vengeance et de représailles occupe une place importante dans le discours. Et cela se manifeste dans ce projet de loi. Ce n'est pas une nécessité de sécurité, c'est simplement la célébration d'une culture de la mort. Comment vous analysez aussi, Alain Diekhoff, cette notion de culture de la mort? Une notion très très présente dans les discours d'extrême droite qui ont été tenus à la Knesset dans certains médias israéliens. On entendait un peu plus tôt dans cette émission Itamar Ben-Gvir expliquer que la mort était désormais la règle. Oui, alors, elle est la règle parce qu'en effet, dans le cas des Palestiniens qui sont en Cisjordanie, à partir du moment où ils sont accusés d'avoir commis un acte terroriste, ou ils ont commis un acte terroriste, de façon automatique, c'est-à-dire par défaut, c'est la peine de mort qui est requise. Même si dans certains contextes, ça pourrait devenir de la perpétuité. Par défaut, c'est la peine de mort. Oui, c'est exactement ce qui est écrit dans le texte. Donc ça, c'est évidemment assez choquant. Et beaucoup de juristes, en réalité, considèrent que peut-être, ça on verra, mais que c'est quelque chose qui est totalement contre la légalité démocratique. C'est-à-dire qu'il doit toujours avoir une possibilité pour les juges d'apprécier finalement les faits. Or là, ils ont quasiment les mains liées. Mais c'est fait volontairement, évidemment. Hein. Le législateur a pris ces mesures aussi strictes pour empêcher en réalité la possibilité pour les juges d'avoir éventuellement une peine différente. Donc ça en dit long. Je voudrais peut-être juste ajouter, j'ai trouvé en effet intéressant ce qui a été dit sur le fait... Par Rina Bassiste, en effet, de ce qui a été dit sur la personne qui a porté le projet de loi, entre autres, c'est-à-dire une femme qui a perdu son mari. Je voudrais dire qu'il y a beaucoup de gens qui ont traversé des épreuves douloureuses, mais ils ne sont pas tous arrivés à la même conclusion. C'est-à-dire ils ne sont pas tous arrivés à la conclusion que c'est en fait en appliquant finalement exactement la même règle, entre guillemets, si je puis dire, c'est-à-dire apporter la mort à autrui, qu'on va vers la justice. Je voudrais simplement dire ici qu'il y a aussi des associations de parents, de victimes du terrorisme, des Palestiniens qui ont été tués par l'armée, et de l'autre côté, des Israéliens juifs qui ont été tués dans des attentats, qui se retrouvent dans des mêmes associations pour lutter pour un avenir meilleur. Je dirais que c'est peut-être un peu plus inspirant que ceux qui rentrent dans une logique compréhensible quelque part, mais qui finalement n'essaye pas de tirer vers le haut, si vous voulez, qui est finalement simplement d'appliquer la règle œil pour œil, dent pour dent. Rina Bassiste. Oui, mais je suis tout à fait d'accord. Cette notion de œil pour œil, quand on regarde tout ça, parce que pour les Juifs, à travers des années, on ne lit pas les Bibles de façon simpliste. Il y a toujours les explications derrière, les explications qui sont venues plus tard par des sages. Et toutes les explications qui sont venues au fil des années disent que œil par œil, c'est métaphorique.
le judaïsme et Dieu ne cherchent pas justement qu'il y aura vraiment qu'on tue la personne qui tue ou qu'on lève l'œil de la personne qui a perdu l'œil. Ce n'est pas du tout une notion juive. Et donc là, oui, peut-être ma peine, je viens aussi d'une famille pratiquante, est double, qu'il y a aussi des députés qui se présentent en fait comme des gens religieux qui prétendent que c'est ça la voie du judaïsme. Or, ce n'est pas du tout, au contraire. Est-ce que la Cour suprême, Rina Bassis, la Cour suprême israélienne pourrait éventuellement censurer ce texte? Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui espèrent. C'était très rapide. En fait, il y avait tout de suite, même 1 heure après, je pense que la loi a été votée, il y avait déjà 2 pétitions. J'imagine qu'il y aura plus que ça. Et des groupes de droits humains et d'autres groupes qui ont requis la Cour suprême. Bon, ça va prendre du temps. On entre dans justement la semaine de vacances de Pâques juifs. Donc, je pense que la Cour va prendre un peu son temps pour délibérer. Mais il y a plusieurs points, justement, qui peuvent aider la Cour a rejeté cette législation. Et bien sûr, le côté discriminatoire contre le racisme, même contre les Palestiniens. Et il y a aussi, vous avez bien mentionné, c'était Alain Koff qui a mentionné le problème de pardon. En fait, la loi interdit, si vous voulez, je simplifie les choses. Et le président a pardonné les personnes qui étaient condamnées à mort. Et plus que ça, ces personnes-là ne peuvent pas être échangées non plus, libérées non plus, si vous voulez. Si la grâce n'existe pas. La grâce n'existe pas et ils ne peuvent pas non plus être libérés si jamais il y a une autre situation des otages où il faut libérer des prisonniers palestiniens pour récupérer des otages israéliens, ils ne pourront pas être libérés. Ça non plus. Donc ça, c'est un point a priori qui n'est pas constitutionnel, même si on n'a pas exactement une constitution en Israël, mais encore pour simplifier les choses. Et il y a d'autres points où ces gens, ces organisations peuvent s'appuyer pour essayer d'annuler cette législation. Est-ce que ce texte, par ailleurs, Alain Diekhoff, vient écorner l'image de la démocratie israélienne, cette image répandue selon laquelle Israël est la seule démocratie du Moyen-Orient, un argument qui a longtemps été porté à l'international, un argument fort par ailleurs, mais qui est peut-être là assombri? Je crois que c'est incontestable, mais je dirais qu'en même temps, nous nous sommes focalisés, et c'est à juste titre, sur cette loi nouvelle, mais elle s'inscrit dans un processus qui malheureusement n'est pas nouveau. C'est-à-dire que depuis 2009, depuis le retour de Benjamin Netanyahou au pouvoir, il y a quand même eu une lente comment dirais-je, dédémocratisation de l'État d'Israël sur certains plans. Alors évidemment, pas sur le plan strictement électoral. Oui, il y a des élections régulièrement, etc. etc. Mais on sait que ça ne suffit pas à faire une démocratie, les élections. De nos jours, certainement pas. Donc là où ça pêche, évidemment, c'est qu'en effet, il y a eu un certain nombre de dispositifs législatifs. J'en avais cité un sur les comités d'admission, mais c'est loin d'être le seul. Il y a par exemple la loi sur la transparence des ONG qui exige de la part des organisations non gouvernementales qui obtiennent des subventions publiques, je précise, de l'étranger, de le déclarer, de même le mettre sur leur site officiellement, etc. Là, très clairement, ça vise les organisations de défense des droits de l'homme. Ça, c'est tout à fait sûr. Vous avez évoqué, par exemple, l'association des droits civiques. Vous aviez la personne dont vous avez passé l'extrait qui s'exprimait en son nom-là. L'ACRI, c'était la rabbine et directrice de l'ACRI, Noah Sata. L'association des droits civiques en Israël, B'Tselem, etc. Donc voilà, le type de législation qui va dans ce sens. Évidemment, la loi aussi de 2018 sur l'État d'Israël comme État-nation du peuple juif est problématique sur certains points, parce qu'elle dit quelque chose qui est quelque part évident. Oui, Israël réalise le droit à l'autodétermination des Juifs, du peuple juif, ça on peut être d'accord, mais le problème c'est que, par exemple, il n'y a pas un mot sur la minorité arabe qui fait quand même
même 20% de la population. C'est à mon avis un peu problématique. Elle aurait dû au moins rappeler qu'il y a une minorité, que les droits de la minorité sont garantis, etc. Donc vous voyez, il y a eu pas mal de choses de ce style-là depuis maintenant une quinzaine d'années, et ça va malheureusement toujours un peu dans le même sens, chaque fois un petit peu pire. Donc moi je crois qu'il y a un vrai souci en réalité, hein. C'est-à-dire que substantiellement, la démocratie israélienne s'affaiblit. Ça pour moi, il n'y a pas de doute. Elle est beaucoup moins vigoureuse, même s'il y a encore des associations et tout ça, c'est très bien. Mais je dirais que la démocratie, c'est aussi un esprit, comme Tocqueville l'avait dit, hein. C'est pas simplement des lois, c'est aussi une certaine conception de ce qu'est la vie ensemble, fondée sur un minimum de respect. Et là, on n'est plus du tout dans ça. On est dans une logique où la dimension qui était toujours présente, mais qui était quelque part pondérée, puisque c'était l'idée que l'État était lié à la judéité, mais en même temps, il essaie de trouver un équilibre avec la démocratie. Un équilibre toujours difficile, mais on essaie quand même de maintenir ça. Là, c'est très clair qu'on favorise la dimension ethno-culturelle de l'État au détriment de sa dimension démocratique. Est-ce que vous êtes d'accord, Rina Bassiste? Au-delà d'ailleurs des différents textes législatifs qui se sont succédés, c'est l'esprit même, l'ambition même de la démocratie en Israël qui est en train de s'étioler. Oui, non, je suis tout à fait d'accord, mais je vais quand même dire un petit mot sur cette loi spécifique parce que je ne suis pas Laquelle, pardonnez-moi? la dernière sur la peine de mort, parce que là, je crois, c'est un petit peu différent. La démocratie israélienne est menacée, ça, il n'y a pas de doute. Vous avez mentionné quelques exemples, il y a d'autres, malheureusement. Et l'extrême droite israélienne n'a jamais caché depuis le début de ce mandat, justement, son désir d'échanger l'équilibre, si vous voulez, entre les pouvoirs du gouvernement, les pouvoirs du Parlement, les pouvoirs de tout le système judiciaire, ce qui, à la fin, amène à une érosion de la démocratie. Cette loi-là, je crois qu'elle s'inscrit dans un autre schéma idéologique de l'extrême droite, parce que, certes, ça vise aussi des Arabes israéliens, des Palestiniens qui sont citoyens israéliens, mais d'abord, ça vise des Palestiniens qui vivent dans le territoire occupé. Donc, c'est plutôt cette En particulier la Cisjordanie. Voilà. Oui, la Cisjordanie, bien sûr. Donc, c'est d'abord, je dirais, dans cette perspective-là que cette loi a été adoptée. Et ce n'est pas par hasard. On est quelques mois après le relâchement de la libération de tous les otages, et Israël a payé un prix très fort, si vous voulez, en relâchant énormément de prisonniers palestiniens, y compris plusieurs prisonniers palestiniens qui étaient condamnés pour des effets très graves, pour des assassinats. Ça a déclenché quelque chose, je pense, aussi émotionnel dans la société israélienne, parce que tous les membres des familles des victimes, ça les a fait bien sûr peine que ces gens étaient relâchés comme ça et qui n'ont pas purgé en fait toute leur peine. Et l'extrême droite utilise ces sentiments, cette peine des familles de façon terrible, hein? Mais il y a une utilisation de ces sentiments et une certaine façon à dire, regardez, nous on va mettre cette peine de mort, quand la personne est morte, on ne peut plus la relâcher, ça c'est clair. Et donc, je pense que cette loi s'inscrit d'abord sur les conflits israélo-palestiniens et les idéologies d'extrême droite sur cela, plus que cette volonté de fragiliser la démocratie israélienne, même si, bien sûr, l'extrême droite est sur les deux niveaux, très active. Mais il y a déjà, Alain Diekhoff, beaucoup, depuis le 7 octobre 2023, de Palestiniens qui sont morts dans les prisons israéliennes. On parle d'une centaine de Palestiniens qu'on a laissés mourir ou qui ont été tués dans le cadre de ces prisons-là. Au fond, cette idée de vengeance, elle est instrumentalisée, on le voit, on le sent par l'extrême droite israélienne. Jusqu'à quel point, justement, quel est au fond cet objectif politique ? L'objectif politique, je crois que ça a été très bien dit aussi par Rina Bassiste, c'est changer un peu Israël en fait. Voilà, c'est changer Israël, c'est-à-dire le faire devenir un pays différent. Et je dirais que c'est quand même un petit peu malheureusement ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que les différents en quoi? Un pays autoritaire, pour poser un mot? Autoritaire peut-être pas, mais en tous les cas pas pour le moment, mais en tous les cas
délibéraliser très largement, oui, ça c'est vrai d'un point de vue politique, c'est-à-dire faire défendre une sorte de collectif juif un petit peu fantasmé en réalité, ou qui primerait un peu sur tout, c'est-à-dire une vision finalement, bon, dans un langage sociologique on appelle souvent, mais je crois que c'est, même si le terme est un peu savant, dit quand même ce que ça veut dire, c'est une vision assez organique de la société. Voilà, c'est une sorte de famille qui doit se défendre contre des ennemis qui sont à la fois intérieurs et extérieurs. C'est évidemment, Israël n'est pas environné que par des amis, ça c'est une évidence. Mais pas uniquement non plus que par des ennemis, quoi. C'est ça. Mais or, il y a quand même ce qui est en train de dominer, c'est une vision un peu en blanc ou noir, et je dirais quelque part aussi cette loi en est l'illustration en interne, mais finalement au niveau des relations avec les voisins, on a un petit peu aussi cet état d'esprit. Quel est le discours officiel affiché du gouvernement rhinabassiste au sujet de la Cisjordanie? Est-ce que là aussi les ambitions, les objectifs sont clairement déclarés? Je crois que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a toujours fait un tout petit peu attention quand même parce qu'il a les Américains sur le dos, donc il y a des choses qu'il ne peut pas dire. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que pendant des années, en fait, plusieurs analystes ont décrit M. Netanyahu pas comme un idéologue, malgré le fait que son père était un idéologue, son père était un historien qui expliquait, qui se proclamait comme un historien de droite, si vous voulez. Et M. Netanyahu, même s'il utilise souvent les leaders, Jabotinsky et d'autres comme un exemple, je crois qu'au fond de lui-même, ce n'est pas vraiment un idéologue. C'est quelqu'un qui est pragmatique au sens où ce qui est important pour lui, c'est son survie politique. Et au fil des années, a priori, il est arrivé à la conclusion que son survie politique dépend justement de l'extrême droite, dépend aussi des ultra-orthodoxes, mais à l'occurrence de l'extrême droite, avec justement tout ce qui va avec. Et pour l'extrême droite, c'est très clair. Il faut que la Cisjordanie devienne partie d'Israël, il faut que les colonies deviennent une partie intégrale de l'État. Et donc, petit à petit, ils s'arrangent avec eux. Il y a des lois qui sont passées, il y a des réglementations qui sont passées, il y a des autorisations qui sont données pour élargir, pour ajouter des colonies. Mais toujours faisant ça, il a toujours quand même essayé de garder une certaine apparence, en tout cas, de ne pas franchir toutes les barrières et ne pas annoncer, par exemple, quand l'administration américaine était contre, même le président américain Trump a dit pas d'annexion. Le Premier ministre Netanyahu a OK, pas d'annexion, pas d'annexion. Merci beaucoup à tous les deux de cette discussion, d'avoir mis la lumière sur la démocratie et l'esprit de démocratie qui tente à s'étioler en Israël. Alain Diekot, vous êtes sociologue, directeur de recherche du CNRS, rattaché aux séries de Sciences Po. Je signale cet ouvrage que vous avez signé intitulé « Israël-Palestine, une guerre sans fin ». C'était aux éditions Duno. Rina Bassiste, journaliste israélienne, rédactrice pour le journal en ligne américain Al Monitor. Merci également à celles et ceux qui ont préparé cette émission, Mathias Mégy, Stéphanie Villeneuve, Diane Devancet, Antoine Héral. À suivre après le journal, on va s'intéresser au regain de religiosité parmi les musulmans de France. D'où vient-il? Comment le comprendre?